Maintenant, le sujet des casseurs-payeurs, parce que là aussi, c'est une espèce de rengaine qu'on entend à chaque fois. Tu casses, tu payes. C'est Gabriel Attal qui l'avait dit à l'époque, lorsqu'il était Premier ministre. Et là, ça revient évidemment. La porte-parole du gouvernement, Maud Brejeux, a confirmé qu'il y avait un projet de loi en cours d'écriture. Écoutons-la ce matin. Ce texte sera présenté courant juillet en Conseil des ministres. Le Conseil d'État sera saisi dans les jours à venir. Il met en moyenne 1 mois pour répondre. L'objectif, c'est simple. Ce n'est pas aux contribuables de payer les casses de quelques-uns. Donc il y aura l'idée du prélèvement sur les aides sociales reçues par un majeur ou les parents d'un mineur, ça sera dans le texte. Vous cassez, vous payez. Et si vous êtes assujetti aux aides sociales, alors ces aides sociales doivent pouvoir contribuer évidemment au remboursement et au dédommagement de la société. Ce n'est pas aux Français qui ont déjà du mal à terminer les fins de mois et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne causent aucun trouble de payer pour une minorité qui casse et qui dérange la société les soirs de match. Bréjean, porte-parole du gouvernement. Alors, vous nous disiez je vous disais que c'était une rengaine. On n'était pas loin du compte parce que la première loi anti-casseurs date de 1970, Maître Garbarini, vous nous le disiez. À l'époque, c'était le porte-parole du gouvernement qui s'appelle Léo Hamon qui vantait les vertus dissuasives de cette loi. On est en 2026, on en est encore là. On est encore loin et puis c'est une faillite totale de la responsabilité des individus qui cassent. Et encore une fois, ce n'est plus gérable et ce n'est plus acceptable. Là, on a vu qu'un des éléments, il y a la sécurité et le pouvoir d'achat. Et en fait, les gens, ils payent des impôts pour un service d'État, pour un service social. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, il est rompu. La justice ne fonctionne pas. Tous les exemples, il y en a. En tous les cas, elle fonctionne mal. Et c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Bien évidemment qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont le sens du devoir et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en même temps, ils sont sous pression totale. Et parallèlement à cela, l'école ne fonctionne pas. Ok, très bien. Je poursuis. On a 3 400 milliards de dettes. Donc ensuite, le budget, il n'est pas responsable pour un pays comme le nôtre. Donc les gens, ils en ont marre. Et en plus, on est obligé de vous dire on augmente les impôts parce que sinon, on n'arrive pas à boucler le budget. Et à chaque fois qu'on s'approche du quotidien des Français, ça ne fonctionne pas. Et pour revenir plus précisément sur les lois casseurs, alors, vous vous souvenez, je crois, de ce grand moment qui a été de dire on va faire payer les consommateurs de drogue. On va leur mettre des contraventions. Oui, avec des terminaux de paiement sur les agents de police, bien sûr. On n'est même pas à 15% de recouvrement. Voilà. Donc, et c'est le même type. Faisons les travaux d'intérêt général. Voilà. Vous avez raison. On prend les jeunes et on les met au boulot. Au boulot. Et vous nettoyez à droite à gauche. Gauthier et Louis. Alors Gabriel Attal, il avait dit effectivement dans son discours de politique générale, tu casses, tu payes, tu défies l'autorité. Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et ensuite, il y avait eu une proposition de loi du RN pour les casseurs-payeurs. Ils avaient tous voté contre en disant c'est horrible, c'est le Rassemblement National qui propose ça. Donc eux, c'est maintenant ils s'y mettent, tant mieux, tu casses, tu payes. En attendant, c'est tu parles, tu promets, et puis il se passe jamais rien derrière. Et on en a un peu punchline de voir ces images sans cesse et de nous faire croire, parce que je vous le dis tout de suite, je prends les paris, ça passe pas le Conseil constitutionnel. Ça ne passe pas le Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, il va arriver avec son stylo le matin, il va le sortir, hop, il va faire un trait de plume dessus, il va dire ça passe pas. Donc on ne peut rien faire dans ce pays. Vous ne pouvez même pas supprimer les zones à faible émission sans vous faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Et puis vous allez faire quoi ? Vous allez donc aller chercher les parents et vous allez effectivement trouver qu'ils ne sont pas solvables. Et donc ça va terminer toujours de la même manière, c'est-à-dire que c'est les Français dans leur globalité qui vont payer pour les casseurs. Mais effectivement, il serait bon de s'en prendre aux prestations sociales, aux allocations sociales, parce que ça serait un électrochoc pour une famille en disant toi, t'es gentil, le fils aîné, tu mets toute ta famille dans la mouise parce qu'à cause de tes bêtises, c'est toute la famille qui trinque. Et sur la loi, les lois casseurs, qui a supprimé en dernier la loi collective qui voulait punir l'entièreté d'un casseur. C'est-à-dire que vous en preniez un, hop, il prenait pour l'entièreté du groupe. C'est Monsieur Badinter, 1981. Voilà, la dernière loi casseur qui a été supprimée par Robert Badinter. Monsieur Garbarini, on a essayé de la faire revenir, censurée par qui ? Par le Conseil constitutionnel, un jour sans fin. Ouais, donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Et vous voyez, en plus, moi je l'ai toujours dit, ce qui ne fonctionne pas, la justice sur les dossiers sensibles, tous les moyens sont mis.
Vous le voyez bien, je ne vais pas citer d'exemple, mais tout le monde... 4 juges d'instruction peuvent être mobilisés pour une soirée. Il n'y a pas de problème. Et des milliers d'heures pour des dossiers qui intéressent le président Sarkozy. Ça, tout le monde le voit et constate. En revanche, la justice du quotidien qui touche chacun d'entre nous, non pas sur des délits, entre guillemets, mineurs, mais qui sont importants pour les gens qui les subissent. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Et qu'on ne se donne pas les moyens. Louis, dernier mot. Mais ce qui est assez grave, c'est que le politique, c'est très bien, le gouvernement, c'est très bien que, ce que vient de démontrer Gauthier Lebret est juste, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien. En réalité, ce sont des mots. Alors, on est tous favorables à faire payer les casseurs, à faire en sorte qu'ils soient condamnés à réparer. Mais il y a deux phrases, il y a deux éléments, en fait, dans ce qu'a dit Maud Bréjon, qui mettent la puce à l'oreille. La première, c'est sous réserve du reste à vivre. Donc, en français, ça veut dire tous les types qui vont se faire condamner vont organiser leur insolvabilité ou vous montrer qu'ils ont besoin de ces aides sociales. Donc, la réponse sera on maintient les aides sociales. Et ensuite, effectivement, même avant la barrière Gauthier du Conseil constitutionnel, il y aura la barrière du Conseil d'État. Donc, Maud Bréjon a dit on attend la réponse du Conseil d'État. Et au nom de l'égalité de droit, et donc pour lutter contre l'inégalité de droit, eh bien, il y a fort à parier que le Conseil d'État dise c'est impossible de priver certains Français de certains droits, parce qu'on est dans une société dans laquelle les droits priment surtout. C'est déjà fait sur les expulsions des logements sociaux. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'on sont considère que le droit aux prestations sociales est supérieur au droit aux victimes à obtenir réparation. Et c'est là où on est dans une inversion des valeurs totales. Le montant du reste à vivre, c'est 650 €. 650 €. Rachel, on a une société de l'impunité. De l'impunité, oui, mais surtout, moi, je m'interroge sur le moment où pourquoi ça arrive à ce moment-là sur la table. Pourquoi c'est à l'ordre du jour alors même que les casseurs ont rythmé l'ensemble de cette mandature. Donc là, on sent bien qu'à l'approche de l'été, avant qu'on entre dans une campagne présidentielle, on nous remet ce champ sur la table. Voilà. Pardon, parce qu'il y a eu un flash là-dessus, et vous voyez que quand l'État se donne le moyen, ça fonctionne. Vous avez vu à Marseille, encore une fois, la guerre qui est faite aux narcotrafiquants, avec, encore une fois, je le dis, le vaisseau amiral, c'est le parquet de Marseille sur le narcotrafic. Vous avez vu la saisie qu'ils ont faite avec les interpellations qu'ils ont faites avec le procureur Bessonne. Donc, quand on se donne les moyens, ça marche. Ça fonctionne. Allez, un long format chez vous, Gauthier, ce soir ? Oui, sur les camps de migrants, la France bidonville. On est allé dans plusieurs villes de France et vous allez voir, c'est juste hallucinant parce qu'en fait, on laisse pourrir les situations comme ça. C'est-à-dire que la gauche veut accueillir tout le monde, mais on accueille comment dans des conditions qui sont totalement indignes. On va s'intéresser aux effets concrets de cette annonce d'un accord avec l'Iran, c'est-à-dire la chute des cours du pétrole. Tant mieux pour les automobilistes notamment. Et les prix devraient être assez rapidement répercutés à la baisse. On fait le point avec Adrien Fontenot qui se trouve devant une station essence à la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Adrien. Il faudra sans doute du temps avant que les effets de cette annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ne se fassent sentir ici à la pompe. En tout cas, les prix sont toujours élevés. Si le litre de gasoil est passé sous la barre symbolique des 2 €, le samplon 98 est ici toujours au-dessus. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a pourtant annoncé que les prix devront baisser aussi rapidement qu'ils ont augmenté avant le début de la guerre. Les Français, eux, ont du mal à y croire. Je vous propose de les écouter. Écoutez, j'espère que c'est une vérité, mais enfin, on n'a pas trop l'impression. Après, c'est juste une impression. Oui, je pense que le gouvernement doit vraiment vérifier et nous protéger. Et les compagnies pétrolières doivent jouer le jeu. Maintenant, à moins de 2 €, on est déjà content. Alors que finalement, c'est bien trop cher, forcément, pour ce que c'est par rapport aux autres pays qui nous entourent. Moi, franchement, j'y crois plus. Le gouvernement, là, faites quelque chose, là, parce que là, on en a marre. Franchement, là, on peut plus vivre comme ça. On peut pas continuer comme ça. Franchement, voilà, donnez-nous un peu de force aussi. Comme ça, on vous donnera aussi un peu de force. Ce que les Français attendent également, c'est la fameuse aide de 100 € promise aux grands rouleurs travailleurs modestes. Ils sont plus de 800 000 à l'avoir demandé depuis son lancement, le 27 mai dernier. Mais 3 semaines plus tard, toujours aucun signe, aucun virement. Bercy l'assure pourtant de son côté. Les premiers paiements devraient tomber dans la semaine. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a aussi indiqué sur son compte X. En attendant, les Français continuent de payer le prix
fort à la pompe. Merci Adrien Fontenot qui était sur place à la Selle Saint-Cloud. Eric Revel. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, vite. Mais il faut que ça dure. Oui, alors ce que je voudrais, c'est, je demande à Serge Papin, le ministre de l'économie, très rapidement, s'ils le peuvent, de nous donner des nouvelles de leur observatoire du prix des carburants, parce que... Observatoire de la hausse. Oui, mais là, ils peuvent peut-être observer la baisse. Bien sûr. Ça nous serait très utile. Mais la baisse des sondages, je vais souligner une chose, évidemment, qu'on souffre beaucoup de ce prix du carburant et que, notamment dans les territoires, les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, c'est juste absolument hallucinant. Mais je voudrais juste souligner une chose, par esprit un peu de provocation. Mais ça ne vous ressemble pas, Eric, pourtant. C'est que vous vous souvenez, on a accusé les groupes pétroliers de faire de la spéculation au début. À la hausse. À la hausse, puisqu'ils avaient acheté à pas cher de l'essence et qu'ils répercutaient immédiatement à la hausse pour nous. Mais là, aujourd'hui, ils ont acheté très cher ce qu'ils ont en stock. Et donc là, ils vendent pas cher. Et là, ils vont être obligés de baisser les prix alors qu'ils l'ont payé très cher. C'est assez marrant. Évidemment, il faut que tout ça va s'équilibrer. Il faut que ça baisse, mais je trouve ça assez marrant parce qu'il faut le souligner dans les deux sens. Les deux sens. Et la bonne nouvelle, Louis, c'est que les aides promises depuis belle lurette vont être versées alors que les prix des carburants sont à la baisse. C'est merveilleux, la France. C'est merveilleux. C'est tellement long. C'est merveilleux. Non, mais on a eu plein de témoignages de gens qui ont fait des dossiers. Je pense qu'ils seront payés dans 6 ou 8 mois. Alors, la porte-parole du gouvernement dit 7 semaines. Eh ben, on verra. Alors moi, je demande vraiment à voir. Non, simplement une toute petite... je veux pas casser l'ambiance, mais l'accord n'est pas encore complètement signé. Donc, mais là, déjà, le pétrole plonge. Oui. Sous les 80. Attendons de voir vraiment que ce soit réellement terminé. On n'est pas à l'abri d'un coup de canif dans l'accord. Gauthier Le gouvernement, à mon avis, va annoncer la baisse des taxes maintenant que c'est terminé. C'est-à-dire que cette crise aura été la démonstration aux yeux de tous ceux qui avaient encore des doutes qu'on est incapable de gérer et d'influer sur le quotidien des Français parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, il n'y a plus d'argent pour les Français. Quand il y a une petite tournée à l'international, là, on fait les fonds de tiroir et on trouve quelques millions pour les Ukrainiens ou pour les Américains. Ça faisait longtemps. Par contre, pour les Français, il n'y a jamais un euro, jamais un copec, jamais un radis. Donc, on l'a vu avec les pays autour de nous, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, l'Espagne, peu importe l'étiquette du gouvernement, ça allait de la droite nationale à l'extrême gauche. Bon, ils ont tous baissé les taxes, sauf la France. Donc là, Emmanuel Macron, il dit ouf, il fait semblant d'y être pour quelque chose en ce moment avec Donald Trump alors qu'il n'y est pour strictement rien. Et il espère effectivement que ça baisse juste avant l'été. Voilà. Allez, Rachel, rapido sur les carburants. Mais rapido sur les carburants, moi j'ai un problème avec ce sujet depuis le début, c'est-à-dire que je suis tellement focalisée sur le peuple iranien que j'ai du mal avec le prix à la pompe. Et on parle du détroit d'Ormuz, du prix du baril, et le peuple iranien, plus personne n'en parle. Et c'est ça qui est terrible, Maître Garbarini, c'est qu'on se dit tout ça pour ça. Donc 2 ou 3 mois de guerre, et là on se félicite juste que les détroits d'Ormuz soient ouverts sans taxe. Ben oui, parce que en fait, la population iranienne qui vit sous le joug d'un régime dictatorial, eh bien en fait, elle n'a absolument pas eu l'importance que dans ce conflit, en fait. Et moi, ce que je n'ai pas compris, mais après je suis absolument pas spécialiste en géopolitique, c'est que lorsqu'il y a eu la guerre avec l'Iran, je n'ai pas compris pourquoi cette guerre, elle n'avait pas eu lieu lorsqu'il y avait les manifestations 3 mois auparavant. Parce que là, Quand le peuple se faisait massacrer. Oui, parce que là, je pense que le peuple qui était dans la rue, il serait resté dans la rue. Qu'ensuite, 3 mois plus tard, de demander au peuple qu'il descende alors qu'il venait de se faire massacrer, torturer et que les poursuites continuaient, je trouvais que le décalage était pas très bien en faveur de ce peuple opprimé. Je crois que c'est les Américains qui ont au dernier moment reculé. Et puis ça met un terme à ce fameux argument, Donald Trump est venu libérer le peuple iranien. Donc Donald Trump n'est pas venu libérer le peuple iranien, pas plus qu'il était venu libérer le peuple vénézuélien. Donald Trump, il pense aux intérêts américains. Si les intérêts américains, c'est le pétrole vénézuélien, eh bien on arrête Maduro. Et si les intérêts américains, c'est de faire en sorte de protéger Israël pour qu'il n'y ait jamais la bombe atomique du côté de l'Iran, on agit aussi. Mais il n'a jamais été libérateur de peuple, Donald Trump. Ni en Iran, ni au Venezuela. L'intérêt supérieur de l'économie américaine, c'est de priver la Chine, qui est son grande rivale, de pétrole. Et justement, les 2 fournisseurs historiques de la Chine en pétrole, c'est le Venezuela et l'Iran. Vous voyez, donc c'est assez clair. On jette juste une oreille à ce que nous a dit Michel-Édouard Leclerc, qui était notre invité ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il estime que la baisse des prix à la pompe, elle, va se faire quand même sur la durée, le temps que le détroit d'Ormuz se libère. Écoutez-le.
On s'aperçoit qu'au plus tout ça c'est guidé par des négociations de fric, les taxes sur les détroits d'Ormuz, le fric formidable qui a été fait par la pétrochimie et les pétroliers. Moi, ça m'écœure beaucoup. Mais j'espère que tout ça peut s'arrêter. Et si ça s'arrête, effectivement... Il y aura une baisse des carburants ? Oui, bien sûr. Alors, mais là, dès cette semaine-là, non, au rythme, il y aura une baisse des carburants au rythme de la libération des 1200 pétroliers qui sont dans le Golfe Persique et qui devront repasser par le détroit d'Ormuz. Voilà pour Michel-Édouard Leclerc. Eric, oui, certes, mais... Tout petit mot avant la pause. Moi, la question que je poserais à Michel-Édouard Leclerc, c'est... Quand si vous étiez à ma place, par exemple. Quand on sait que si vous aimez le boulot que moi. Quand on sait que le prix de l'essence ou du gazole, c'est le produit d'appel par définition des hyper et des grandes chaînes de distribution. Évidemment, je ne suis pas du tout expert, mais je conseillerais plutôt à Michel-Édouard Leclerc de répercuter assez vite la baisse, parce que si ses concurrents le font, ce produit d'appel, il va se faire au détriment de son enseigne en direction d'autres. Bon. Petit conseil d'Éric Revel à Michel-Édouard Leclerc, qui nous regarde tous les soirs. Allez, petite pause. On va évoquer maintenant la justice. On va revenir sur l'affaire Liana. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron. On avait été surpris par ses propos. On ne répond pas à un drame par des cris. Il s'en est expliqué tout à l'heure. Écoutons-le dans un instant.